Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons donc parler des plaques lithosphériques, ces fameuses plaques que nous avons vues en classe, qui sont des zones rigides. Ici, vous en voyez donc une douzaine sur la surface de la planète, ces zones rigides et peu épaisses. Et nous avons également vu en classe que ces plaques pouvaient être mises en mouvement par des mouvements de convection. Donc, on voit ici les plaques lithosphériques qui sont mises en mouvement par ces mouvements de chaleur, provoqués par les chaleurs, les mouvements de convection. Ces plaques peuvent bouger dans différentes directions, soit elles peuvent se rapprocher, c'est le cas des zones ici mises en bleu, donc au niveau du Japon par exemple, au niveau de l'Amérique du Nord ou bien de l'Amérique du Sud, et puis nous en avons d'autres qui peuvent s'écarter, c'est le cas ici au niveau de l'océan Atlantique, donc vous remarquerez que la plupart des zones d'écartement se situent au niveau des océans. Intéressons-nous donc dans un premier temps au mouvement d'écartement, c'est ce que l'on appelle des mouvements de divergence. Alfred Wegener est l'un des premiers à oser parler de la dérive des continents, c'est-à-dire le mouvement des continents. Il n'est pas vraiment pris au sérieux et du coup, il faut qu'il mette en évidence sa théorie. Il faut qu'il la prouve. Pour cela, il va utiliser, alors dans un premier temps, la forme des côtes des continents. Par exemple ici, on voit que l'Afrique peut s'imbriquer à une côte qui est complémentaire à celle de l'Amérique du Sud. Donc ces deux côtes, si on les rapproche, pourraient s'imbriquer l'une dans l'autre à la manière des pièces d'un puzzle. Donc il est parti sur cette théorie-là, et du coup, il est allé faire des recherches sur place pour essayer de trouver des preuves. Il en a trouvé. Par exemple, il a trouvé qu'il y avait des roches d'âge similaires sur les deux continents, et que ces roches étaient vraiment complémentaires. On voit les formes qui sont complémentaires les unes des autres. Il a également mis en évidence le fait qu'il y ait des fossiles identiques sur les deux continents, en Afrique et en Amérique du Sud. Il a également montré que des grandes structures géologiques avaient des directions complémentaires sur les deux continents. Pour prouver sa théorie, cependant, il lui manquait des éléments très importants qui se situent, en l'occurrence, au centre des océans. Ce n'est que beaucoup plus tard que l'on peut savoir ce qui se passe sous les océans. Donc si on regarde le relief sous-marin, on peut voir une grande chaîne de montagnes qui se trouve à l'axe entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. Alors cette grande chaîne de montagnes, très longue, très large, s'appelle une dorsale. Si on regarde en coupe ce que donne le relief, nous avons donc l'océan, le plancher océanique, et on voit qu'au centre de cet océan, on a cette fameuse très large chaîne de montagnes que l'on appelle la dorsale, avec, au centre, une petite dépression, avec une grande faille que l'on appelle le rift. Si l'on va voir ce rift de plus près, voilà ce que l'on peut y trouver. Donc il s'agit de magma, de lave fluide qui va sortir dans des eaux très froides, et cela forme ce que l'on appelle des pilolavas, c'est-à-dire des laves en coussin. Essayons de comprendre le mécanisme qui se déroule au niveau de ce rift, donc où se forment ces pilolavas. Voici un schéma en coupe de la surface de la Terre où on peut reconnaître la sténosphère d'une part, les fameuses lithosphères, la lithosphère continentale, ici en marron clair, en marron foncé une lithosphère océanique, et on voit qu'au niveau du rift qui se trouve là au milieu, on va avoir ce fameux magma qui va remonter. Donc les mouvements de convection provoquent l'écartement des plaques lithosphériques. Cet écartement provoque une fracturation, c'est-à-dire une rupture au niveau du rift. Donc en fait le rift est une faille par laquelle va remonter du magma. C'est l'ascension, la remontée de la sténosphère qui va provoquer la formation du magma, et ce magma va ressortir en surface. Il va refroidir, s'il refroidit, il durcit. Vu que c'est une lave fluide, on obtient un basalte, et donc ici on a la formation d'une nouvelle lithosphère océanique, composée principalement de basalte. Le basalte qui s'est formé plus proche des continents, en l'occurrence ici, sera un basalte plus ancien que celui qui est en train de se former au cœur des océans. Donc plus on va s'éloigner du rift, et plus l'âge des basaltes sera vieux. Donc ici on a les mouvements de convection,
l'écartement, la formation d'une nouvelle lithosphère océanique, et ce mécanisme de formation de la lithosphère océanique se nomme l'accrétion. Résumons donc avec votre schéma. Sur ce schéma, donc, qui est une zone de divergence, d'écartement, on a une ouverture océanique et donc cette fameuse accrétion, c'est-à-dire la formation de cette nouvelle lithosphère océanique. Au centre, nous avons le rift et la dorsale, donc cette grande chaîne de montagnes. De part et d'autre de la chaîne de montagnes, nous avons deux plaques lithosphériques. Ces plaques lithosphériques qui peuvent être à la fois océaniques et continentales. L'océan qui se trouve au-dessus, puisqu'on a une dépression, à un niveau plus bas. L'écartement peut provoquer des petits séismes qui sont généralement de très faible magnitude, mais par contre avec un volcanisme effusif très intense. Le basalte, qui est formé par l'arrivée de ce magma, est plus âgé quand on s'approche des continents, puisque s'il s'est formé avant celui qui se forme actuellement au centre des océans, qui lui est donc un basalte beaucoup plus jeune. Après avoir vu les mouvements d'écartement, on va essayer de voir maintenant les mouvements de rapprochement, c'est ce qu'on appelle cette fois-ci la convergence, et non plus la divergence. Si on regarde la carte à nouveau du monde, les zones de convergence se situent au niveau de grandes lignes ici, des fosses océaniques, donc c'est des grandes zones très profondes. La fosse des Mariannes par exemple fait plus de 11 000 mètres de profondeur. En coupe, ce relief se présente donc sous la forme de cette fosse très profonde, très peu large, très longue également, et puis en bordure on peut voir une chaîne de montagnes avec la présence de volcans de type explosif en particulier. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu comment se forme ce relief. Pour cela, voici une petite animation où on peut voir que les deux plaques, les deux lithosphères se rapprochent. Et lorsqu'il y a ce rapprochement, eh bien, l'une de ces plaques, en l'occurrence la lithosphère ici océanique, qui est un petit peu plus dense, c'est-à-dire pour un même volume un petit peu plus lourde, glisse sous la lithosphère continentale. Ce glissement ne se fait pas sans mal, c'est-à-dire qu'il se forme de nombreux séismes, de forte importance cette fois-ci, contrairement à la divergence, les séismes sont beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants. Et puis on voit ici la formation de cette fameuse fosse, qui est liée juste au passage de la lithosphère océanique sous la lithosphère continentale. En plus de ceci, il faut comprendre que l'eau la lithosphère océanique qui était présente sous les océans s'est hydratée, c'est-à-dire qu'elle s'est enrichie en eau, et lorsqu'elle va plonger, elle va pouvoir fondre à nouveau, puisque la température augmente, et l'eau est libérée. Elle va créer la formation de magma, et ce magma va pouvoir percer la lithosphère continentale juste au-dessus, sauf que là, la lithosphère continentale est très épaisse. Du coup, le magma va refroidir un petit peu en remontant, enfin un petit peu beaucoup même, et du coup, on va avoir des volcans avec un magma plus froid, donc plus visqueux, comme on a pu le voir en classe, et des volcans plutôt de type explosif. Ce mécanisme de glissement de la lithosphère océanique plus dense sous la lithosphère continentale moins dense se nomme la subduction. Sur votre schéma, on peut compléter cette subduction, donc où on peut voir la lithosphère continentale d'une part, la lithosphère océanique d'autre part qui va glisser sous cette lithosphère continentale, la sténosphère qui se trouve au-dessous, donc le continent, l'océan, la fosse océanique qui se forme à la limite entre le glissement de la lithosphère océanique sous la lithosphère continentale, et au-dessus une chaîne de montagnes avec des volcans, on l'a dit, de type explosif. On met sur votre schéma bien évidemment les mouvements et la présence des séismes que l'on peut retrouver tout au long de la zone de frottement entre ces deux lithosphères. Voici une animation qui résume ainsi les différents mouvements des plaques. Donc on retrouve ici une zone de divergence avec la dorsale et le rift, ici une zone de convergence avec la lithosphère océanique qui glisse sous la lithosphère continentale, donc on appelle la subduction. Et lorsque l'on regarde, eh bien voilà ce qui se passe. Ce n'est pas, comme a pu le préciser Alfred Wegener, juste le continent qui bouge, mais bien l'ensemble de la plaque qui va se déplacer, avec elle, le continent va se déplacer également. Donc on ne parle plus de la dérive des continents, mais plus de la théorie de la tectonique des plaques.
puisque ce ne sont pas que les continents qui bougent, mais l'ensemble des plaques. Nous arrivons à présent sur un cas de figure un tout petit peu particulier, puisque lorsque le continent arrive à proximité de l'autre continent, nous avons dit tout à l'heure que la lithosphère océanique plus dense glissait sous la lithosphère continentale, sauf que là on a deux lithosphères continentales qui vont arriver en contact, et que les deux ont la même densité. Il n'y en a donc pas une qui va pouvoir passer sous l'autre. Et dans ce cas-là, eh bien, les deux lithosphères vont se percuter et former une haute chaîne de montagnes. C'est le cas par exemple de l'Inde qui a percuté l'Eurasie en formant l'Himalaya, la grande chaîne de l'Himalaya, donc cette fameuse très grande chaîne de montagnes. Résumons cela sur notre schéma, où on retrouve donc LO, là je le note en simplifié pour ne pas avoir pour une question de place principalement. Donc la lithosphère océanique ici en gris, qu'on retrouve sur les trois zones. La lithosphère continentale que l'on retrouve ici en marron. Et puis l'océan qui se trouve au-dessus. Alors, on retrouve la sténosphère au-dessous. Les trois plaques, donc qui sont limitées par les zones actives que sont ici les dorsales d'une part, les fosses d'autre part. Donc les trois plaques avec la dorsale et la fosse. Au niveau des mouvements, quand on a ceci, on voit bien qu'ici on a un écartement, ici un rapprochement, donc la plaque bouge dans ce sens-là. Alors que les deux autres, ici on a un écartement et là un rapprochement. Si on regarde au niveau de la planète, c'est ce que l'on a, donc ici vous avez l'Afrique, l'Amérique du Sud, au centre la dorsale océanique, où on a un écartement, donc l'ouverture de l'océan s'agrandit. Et puis de l'autre côté, par exemple ici en Amérique du Sud, sur la côte ouest, on trouve une fosse océanique, donc un rapprochement, une fermeture océanique. Voilà, j'espère que tout ceci a été clair et que ça vous a permis de finaliser notre activité.